Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour un nouveau C'est quoi ton matos? Aujourd'hui un CQTM dédié à Wolfgang. Alors ça va être un C'est quoi ton matos un peu particulier au sens il se déroulera en trois parties. En effet, Wolfgang va nous présenter son matériel et ses trois passions. Et à chaque fois, il va nous présenter vraiment le matériel associé à les explications de sa passion et pourquoi il choisit tel matériel et tel autre matériel. Ces trois passions sont dans l'ordre: l'animalier. Après, nous avons le portrait et le nu. Et enfin, nous avons l'architecture, les poses longues et aussi une activité de chasseur d'orage. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Mais ça tenait pas à un seul épisode, donc on l'a découpé en trois. Mais de toute façon, Wolfgang va vous expliquer ça mieux que moi, donc je lui laisse la parole. Bonjour à tous, bonjour Jeff, donc c'est Wolfgang Autexier. Donc j'ai joué le jeu du C'est quoi ton matos avec Jeff Photographie, et là je vais vous parler du matériel qui me sert pour, on va dire, ma première passion dans la photographie, parce qu'en fait on peut dire que ma passion dans la photographie elle est un petit peu multiple. Elle a commencé par la photographie animalière et nature, et puis je me suis étendu sur d'autres sujets, et donc du coup ça démultiplie un petit peu les petites passions dans la photographie, dans la bulle photographie, les unes à côté des autres. Donc là je vais spécialiser un petit peu la discussion, et puis vous parler uniquement du matériel que j'utilise pour la photographie animalière et floristique. Le premier maillon de la chaîne, naturellement, c'est les boîtiers. Donc en photographie faunistique, j'ai mon chouchou, mon numéro 1. Aujourd'hui c'est un D5, un Nikon D5, il faut le préciser, je suis en système Nikon, sauf pour mon outil de secours qui est sur le trépied, qui sert de caméra, qui est un petit Sony RX10. En fait j'ai toujours un Sony RX10 sur moi au travail, partout, en vadrouille, en ville. J'ai pas forcément le gros sac avec tout le matériel Nikon, donc j'ai mon petit RX10 24-120 f2.8 constant, qui me sert à me dépanner. En fait, si j'ai pas de gros matos, je peux essayer quand même de tenter un coup avec le petit RX10. Donc ça je l'ai toujours quelle que soit mon activité, et ça me permet de travailler, de faire quelques trucs. Évidemment c'est pas un 600 mm qu'il y a sur le RX10, mais ça dépanne, on peut faire pas mal de choses. Donc là en photographie animalière, quand j'ai décidé de faire une sortie un petit peu sérieuse, c'est le D5 qui prend la mission, c'est mon boîtier principal. Je l'utilise beaucoup en animalier avec le 300-2.8 que je vous présenterai tout à l'heure. Et puis évidemment je peux être amené à utiliser simultanément deux optiques, c'est-à-dire avoir un regard serré en 600 et puis avoir un regard plus large en 200. À ce moment-là je vais utiliser le D4S qui est mon ancien boîtier principal et que j'ai gardé comme boîtier secondaire. Et puis sur les situations de macro où je sais que je ne vais pas pouvoir approcher comme je veux, à ce moment-là j'utilise un boîtier qui a un peu plus de pixels, qui est le D810, qui fait 36 millions de pixels, là où le D5 fait 20 et le D4S fait 16. Avec le 810, donc du coup j'ai un petit peu plus de marge si jamais je sais par avance que je vais être coincé et qu'il va falloir d'office recadrer un petit peu. Alors les recadrages que je pratique, c'est pas non plus des recadrages bien méchants. Si j'avais un 24 millions à la place du 36, en fait ça fait l'affaire. Alors pourquoi j'ai des matériels aussi exigeants? Parce que là vous voyez c'est des pleins formats et c'est que des boîtiers dans le haut du panier. En fait je suis un utilisateur un petit peu exigeant. Déjà sur le terrain, la contrainte je dirais matérielle, physique, va être assez dure. Il m'arrive des fois d'aller entre guillemets chasser à moins 10 degrés dans le givre, etc. Donc il faut des boîtiers qui puissent le supporter de façon répétée. Et puis je vais être très exigeant sur la percussion de l'autofocus, est-ce que ça accroche, est-ce que ça garde bien la cible, c'est ça l'enjeu. Un de mes dadas c'est la photo de libellule en vol. Je donnerai sûrement quelques exemples à Jeff pour qu'il puisse les inclure dans la vidéo. Évidemment ce petit jeu là il faut soi-même être réactif, mais il faut aussi que l'outil suive la demande. Et c'est le sens du D4S et du D5, leur capacité répond à ce que j'attends. Et puis par ailleurs, j'ai régulièrement besoin d'avoir des ISO
enfin une qualité significative sur les ISO en 1006, 3002. Pas forcément les très gros ISO dont a le secret le D5 jusqu'à 25 000 où on peut faire des choses. Ça veut pas dire que je les utilise pas, mais ma plage d'ISO courante, ça se balade entre 400 et 3002 et c'est là que j'ai besoin qu'il y ait du répondant. Parce que très régulièrement je vais me confronter à des situations de lumière qui sont jolies, qui sont agréables, mais c'est une lumière qui peut être un petit peu douce et du coup tout ce qui est micro-contraste, etc. Va devenir très sensible, pour pas dire très fragile. Et il est important que le boîtier puisse capter le zeste de lumière qui reste et qui permet de donner de l'expression à des matières dans des plumes, etc., des pelages d'animaux, enfin tous les petits détails qui viennent enrichir une image et définir aussi son piqué, son impression de netteté, alors qu'en fait elle est nette, mais plus elle est piquée, plus elle paraît nette. Donc à côté de ça, les optiques, alors j'ai un peu vendu la mèche tout à l'heure. Mon chouchou est un 300 f2.8 muni d'un doubleur que j'enlève rarement. Je vous cache pas que j'utilise quasiment exclusivement en 600. Ça me fait un équivalent 600 5.6. Alors pourquoi est-ce que j'utilise pas un 600 5.6? J'en profite pour vous montrer la très belle lentille frontale que voici. J'espère que vous la voyez bien, parce que avec la lumière qu'il y a ici, c'est pas forcément évident. Donc pourquoi pas un 600 f5.6? Il y a plusieurs raisons. Alors, effectivement, c'est déjà un budget beaucoup plus conséquent. Et puis un 600 5.6 sans le pare-soleil, c'est long comme ça. C'est fait 2 kg de plus. Là, vous voyez, avec 2 doigts, je le tiens. Je peux pas le faire avec un 600 5.6, et encore moins quand il y a le boîtier au bout. Donc c'est une question d'encombrement et de légèreté, en particulier quand il y a des longues marches ou des marches de montagne, etc. avec le matériel. C'est beaucoup plus confortable d'avoir un 302.8, on est plus mobile et on s'épuise moins à traîner le matériel. Et puis évidemment je suis beaucoup plus réactif quand il faut shooter à main levée avec, sur de la libellule en vol par exemple, ou de la Viphone ou des choses comme ça. Donc c'est un petit peu ce double atout, légèreté, compacité, capacité à travailler à main levée sans s'épuiser, sans avoir besoin finalement du secours du trépied ou d'un monopode. Et puis évidemment c'est une optique qui est extrêmement percutante en termes d'AF, puisqu'on a une réactivité maximale grâce à sa luminosité. Avec un piqué d'enfer sans le doubleur, c'est diabolique. Avec le doubleur ça marche très très bien. C'est-à-dire que si on descend jusqu'à 5.6, qui s'abutait quand elle est dotée du doubleur, en fait elle est déjà très très exploitable. Dans les résultats que je donnerai à Jeff pour illustrer la vidéo, pour l'accompagner, vous verrez dans l'eau des choses qui sont faites à 5.6, donc à pleine ouverture, doubleur compris. Et donc ça donne un résultat extrêmement satisfaisant. C'est pour ça que je l'utilise. Et puis après l'avoir acheté, j'ai eu, on peut dire, une bonne surprise. Je me suis rendu compte que cette optique a un glissement de focale quand on descend à moins de 3,50 m. C'est-à-dire qu'en fait elle va passer de 300 à un peu plus de 400 mm. Et ça c'est un très très gros atout pour tout ce qui est proxy photo, et en particulier libellule en vol, puisqu'en gros la distance à laquelle je suis à l'aise pour ça c'est 3 mètres, parce que j'intruse pas trop, et puis en termes de suivi de la trajectoire, j'ai pas un débattement trop important vu que j'ai un petit peu de recul, mais ça implique évidemment, comme il y a son glissement de focale, je suis déjà à 800 mm, et on n'a évidemment aucun 800 mm sur le marché qui permet de faire une mise au point à 3 mètres. Et encore moins à 2,50 m, puisque là en mise au point automatique on peut descendre jusqu'à 2,50 m. Donc ça veut dire que c'est un outil extrêmement polyvalent, avec une très grosse légèreté. Ça j'étais même un peu lourd sur le fait d'expliquer qu'il était léger pour moi. Et puis si jamais j'ai besoin d'un vrai 300, je vire le doubleur. Et là j'ai un 300 mm absolument diabolique, ou éventuellement un 400 si je monte le téléconvertisseur 1.4, que j'utilise de moins en moins, mais qui des fois me dépanne quand j'ai besoin d'un petit peu moins de focale et que je veux en profiter pour récupérer soit un diaph un petit peu plus grand, ou soit que je veux récupérer un peu de lumière, ou amplifier le piqué en limitant un petit peu la dégradation du doubleur. Même si ces nouveaux doubleurs sont absolument fabuleux, tel point que j'en ai deux. Vous voyez, j'ai celui qui sert avec le 300 et celui qui sert avec le 70-200, qui est ma deuxième optique favorite pour travailler sur la faune.
Alors pourquoi 70-200? Ça paraît un petit peu petit pour faire de la faune sauvage. Et ben en fait non. Puis d'ailleurs si vous regardez les reportages de Vincent Munier, vous vous rendrez compte que le 200 il le sort, le 70-200 il le sort régulièrement. Et en fait c'est pour une raison toute simple, c'est que on fait partie des gens qui aiment bien avoir des animaux dans un contexte qu'on cadre un petit peu large. Et ça a une portée poétique et esthétique assez intéressante. Donc du coup là c'est là que le 70-200 prend sa valeur parce qu'il est extrêmement polyvalent pour ça. C'est un très très bon outil. Et puis pas uniquement pour l'animalier parce que c'est un optique qui a été conçu à la base pour les reporters et qui est extrêmement efficace pour ça, donc ça je suis inconditionnel du 70-200, c'est vraiment un très très beau produit et je crois qu'on pourrait être à peu près aussi élogieux à l'égard des équivalents des autres marques, même si évidemment celui-ci on connaît sa légende, mais le côté pratique du 70-200 est indéniable, quelle que soit la marque qui le produit. Puis évidemment, à côté de la faune, on a la flore. En ce qui me concerne, ça se limite à des photos d'arbres et puis à pas mal d'orchidées sauvages. Et puis tout ce qui est microfaune, donc les insectes, etc. Et là, à ce moment-là, je sors un outil hyper traditionnel que vous avez peut-être vu 1000 fois, qui est le 105 macro, tout simplement. Donc la majorité de mes productions macro sont produites soit avec ça, soit en proxy avec le 302.8, soit quand j'ai affaire à un animal un petit peu farouche ou potentiellement farouche qui peut être très réactif ou qui va même pendant son activité pas mal bouger et que du coup la lenteur naturelle d'un vrai macro tel que le 105 va me pénaliser, je vais utiliser un 70-200 que je vais doter de bagues à longe avec les connecteurs qui permettent de relayer les contacts électroniques, donc garder la mise au point automatique. Et du coup, grâce à ça, j'ai un 200 mm macro de fortune, mais qui du coup fonctionne très très bien puisque les bagues à longe ne nous altèrent pas le piqué. Mais néanmoins, il y a un risque, hein, quand on empile trop de bagues à longe, à un moment donné, on empiète sur le champ, sur l'angle de champ, et on a une petite bordure noire dans les angles, comme un espèce de faux vignotage là, donc ça implique de recadrer. Alors du coup il faut prendre le boîtier adapté pour qu'on puisse se permettre de recadrer, mais du coup ça marche très très bien, et puis c'est pas non plus un nombre de situations démesurées pour lesquelles on est obligé de s'adapter de la sorte. Et puis en complément de tout ça, même si je suis un gros adepte billboard et puis des coups de bluff où je m'assois par terre et puis j'attends que les bestioles s'accoutument à ma présence et j'en profite, il m'arrive de pratiquer l'affût. Et donc pour l'affût, il faut reposer son poignet gauche avant d'avoir une tendinite. Et à ce moment-là, je pose la patte pourvue d'une glissière arca sur une bonne vieille tête pendulaire. Donc ça, c'est l'outil traditionnel des photographes de sport et des photographes animaliers, qui sont utilisateurs de gros téléobjectifs et qui sont un petit peu coincés à devoir utiliser ce genre d'outil. Mais je préfère la visée instinctive à main levée parce qu'on est infiniment plus réactif et plus instinctif aussi. C'est le côté instinctif qui me stimule dans la partie animalière. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur l'essentiel de l'équipement. Je ne vous parle pas de tout ce qui est tenue, parce que vous racontez qu'il faut se mettre en tenue verte pour être le plus discret possible. Bon bah oui, écoutez, c'est une évidence. Même si on n'est pas forcément en animalier obligé de tout faire en tenue de camouflage. Globalement, effectivement, on s'habille discret. Et on évite le joli bleu marine que j'ai sur les épaules. Donc voilà, donc je vous dis à une prochaine pour vous parler peut-être d'autre chose, et puis au plaisir, et merci d'avoir suivi cet épisode avec attention. Bonne journée.
Voilà, merci Wolfgang. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous aussi participer à un C'est quoi ton matos si vous avez une passion et le matériel qui va avec, à échanger avec nous, à échanger avec la communauté. Voilà, la seule contrepartie, c'est qu'il faut passer devant la caméra, mais vous voyez, ça se fait très bien. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à me contacter par mail. Mon mail est toujours dans la description des épisodes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Au revoir.